Alors moi, niveau grande épopée, grande histoire avec une araignée, je me suis arrêté à l'araignée gypsy. Et puis ensuite, je suis allé voir le dernier Spider-Man, et là, j'ai eu la tête retournée. Ce nouveau Spider-Man, Across the Spider-Verse, est un film graphiquement très puissant. Comme dans le dernier, on retrouve Miles qui cette fois se fait harceler par un type qui se sent en tache ou flaque de couleur à travers toutes ces identités de multivers. Qui est le vrai Spider-Man au juste? Les images qui défilent sous nos yeux, ces graphismes forts contiennent des indices, des signes cachés. Ce sont des fils non pas d'Ariane mais d'araignées que l'on va devoir suivre pour découvrir la terrible vérité. Mais juste avant, parlons un petit peu de technique et on a du pain sur cette planche de BD. Le directeur artistique qui nous vaut ce beau résultat d'animation s'appelle Dean Gordon. Il a dirigé le département artistique pour le premier film et juste avant, ses projets étaient sur Fantasia mais aussi sur le village des Schtroumpfs. Oh non! Oh non, pas ça! Mais bon, heureusement depuis, il est retourné dans le droit chemin, il s'est abonné à cette chaîne et il a lâché des gros likes et il a directement embrayé sur Spider-Verse. Donc son intention artistique, bien sûr, était de nous plonger dans l'univers du comic book américain, avec la présence de textures évoquant des techniques traditionnelles. On retrouve entre autres des traçages au crayon, de polices d'écriture intentionnellement présentes sur le titre, de la texture tramée comme sur une feuille de papier glacé d'une couverture de comic book, la présence de dessins de contours sur les personnages comme dans une bonne BD, une lumière 3D très atténuée avec des ombres colorées comme s'il s'agissait d'un ancrage tradi, des bulles et des cases de description, des décalages d'imprimerie entre le cerne des formes et leur ancrage, l'intervention de la BD qui laisse place aux mises en abîme, des émanatas, des onomatopées, les motion lines pour suggérer les mouvements brusques, etc. etc. Parce que oui, les graphismes, c'est aussi de la narration. Un son et lumière à tomber par terre. Et concernant la mise en scène et le découpage des plans, eh bien c'est la même logique. On va mettre en scène des plans avec de la perspective exagérée au possible pour dynamiser l'action, des flous et des focales de la mort car on est dans le feu de l'action, des crash zoom, des raccords dans l'axe pour provoquer un choc visuel chez nous, des splits de caméra, différents plans à l'écran en même temps au format BD car vous lisez plusieurs cases de votre comic book préféré à l'écran. Et enfin en ajoutant des arrêts sur image pour bien contempler cette case de BD avec des personnages directement dessinés à l'écran pour évoquer, pour remplacer la 3D par un comic book. Et pour servir cette intention de base au mieux, Sony a utilisé une technique très en vogue actuellement, le photobashing. Le photobashing donne un effet stylisé et cartoon à l'image. Technique déjà utilisée par d'autres studios comme par exemple Arkane chez Fortiche, plus récemment sur le chapeauté pour DreamWorks, on en a parlé, et cet été ce sera au tour des Tortues Ninja. C'est un tout nouvel horizon en train de se créer dans le monde de la 3D parce que l'alliage 2D 3D nous offre des possibilités infinies de mise en scène. Ou devrais-je dire des multivers infinis. C'est bel et bien de la 3D, mais l'équipe des textures va en premier lieu utiliser des textures peintes pour casser cet effet 3D. Et ensuite, phase 2, l'équipe de post-prod va venir repasser au-dessus de l'image déjà rendue, déjà produite. On repeint les éclats de lumière sur les visages, on ajoute une couche au-dessus des images déjà rendues. Jusque dans les arrière-plans qui sont des matte painting faits en 2D également. Plusieurs couches de réalité qui se superposent entre elles. Et là, on va parler d'un effet visuel omniprésent à l'écran, il s'agit du glitch. Il y a des glitches, plein de glitches partout. Non, vous ne devenez pas fou, vous n'avez pas une araignée au plafond. L'image à l'écran subit bel et bien une distorsion, parce que le glitch, c'est un effet qui imite visuellement un problème de signal de l'image, pour donner un effet de distorsion présent dès le titre du film, distorsion de passage entre plusieurs mondes. Ça apporte un registre surréaliste au propos avec toutes ces apparitions, ces mondes qui s'enchevêtrent entre eux. Parce que là, en plus du registre comic book, on va ajouter le registre cyberpunk. Au titre avec des tracés au crayon, on ajoute encore donc cet effet glitch. Les motifs de trame laissent place à des motifs 2D 3D en pixels, des arrière-plans découpés au laser pour illustrer le choc cognitif de Miles quand il y a un plot twist, une révélation. Choc visuel pour illustrer sa réflexion qui bout et file à 1000 à l'heure pour trouver une solution, pour illustrer le sentiment d'urgence face au choix qu'il doit faire, ces liaisons neuronales qui viennent de reconstituer le puzzle narratif. Miles, il est toujours sur le fil du rasoir un peu, ou sur le fil de la toile, enfin peu importe. Et c'est pareil pour l'animation qui vient elle aussi servir l'intention. Parce que les personnages sont animés en 12 images par seconde, ce qui est la moitié d'une animation normale.
normal. Alors certains aiment ce genre d'animation, d'autres non. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, quel est votre avis sur ça? C'était aussi utilisé sur le chapeauté dans les scènes d'action. On a donc un effet de saccade, une impression de film vieillot ou de stop motion, pâte à modeler, mais surtout, il faut que vous ayez vraiment l'impression de lire et de tourner les pages d'un comic book de Marvel. Et là, encore une fois, on veut absolument rompre avec la 3D réaliste, physiquement correcte, mais qui n'apporte rien graphiquement. Ainsi, ici, l'ambiance graphique est à nouveau au service de la narration. Eh bien, parlons de cette narration, de ce storytelling, justement. Donc la question qui fâche, qui est Spider-Man au juste? Qui est le vrai Spider-Man? Ou devrais-je dire, c'est quoi Spider-Man au juste? Attendez! Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de... Quel terrible secret se cache derrière ces multiples réalités d'hommes araignées. Parce que oui, quand même, Spider-Man ne fait pas que produire, quand il est tout seul dans sa chambre, cette espèce de gelée blanche un peu bizarre, ce qui symbolise peut-être le passage à l'âge adulte, enfin on imagine. Mais je veux dire, d'où vient Spider-Man le vrai? Et me réponds pas une araignée mutante, Kevin, ou je te frappe. Quelle espèce de force invisible et millénaire a poussé Stan Lee, le scénariste, à créer Spider-Man? Déjà, rappelez-vous du mythe d'Arachné. Arachné, c'est cette Athénienne 9 sur 10 qui te brodait des petits pulls du genre Tommy Hilfiger d'une seule main. Elle te faisait des tutos TikTok de pulls verts pour t'enjailler. Même Athéna était jalouse de son talent. Alors elle l'a transformé en araignée. Tu vois cette histoire, Kevin? Eh bah ça n'a rien à voir avec Spider-Man. En revanche, Kevin, dans un conte Navarro, on nous parle de la mère araignée. La mère araignée qui chuchote au héros où trouver des passages vers les différentes dimensions, vers les différents univers parallèles, comme c'est étrange. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. L'araignée qui a mordu Miles ou Peter Parker, c'est peut-être bien la mère araignée des Navarro, que l'on n'a d'ailleurs jamais pu retrouver parce qu'elle se balade librement de monde en monde. Sans oublier la personnalité rusée par définition de l'araignée dans notre imaginaire, parfaitement retranscrite dans la personnalité de Spider-Man. Tout comme Anansi, l'araignée dans les contes africains qui arrive à déjouer les plans de ses ennemis, qui atterrissent toujours dans sa toile, dans ses pièges. Spider-Man, c'est peut-être bien le fils caché de la mère araignée et d'Anansi, qui sait. Et qui, en tant que trickster et araignée, n'hésite jamais à te balancer une petite blague à Toto. Hé, est-ce que ça va? Je vais bien, je fais une petite pause. Ou en tout cas, Stan Lee a pu choper les bonnes rêves. Donc on a bel et bien plusieurs histoires qui s'enchevêtrent entre elles dans ce personnage, car si l'on a devant nos yeux plusieurs couches graphiques qui se superposent, plusieurs couches de techniques, plusieurs toiles qui s'enchevêtrent les unes aux autres, avec plusieurs Spider-Man venus de mondes différents qui luttent pour restaurer l'équilibre, pour remettre de l'ordre dans leur monde, pour remettre de l'ordre dans ce chaos multiple et infini. Et dès qu'ils y parviennent, les abéchromas, ces fameux glitches, cet aspect désordonné s'estompe subitement car l'équilibre est de retour. Et ne soyons pas naïfs face à ce film, ça ne concerne pas que les fans de Marvel ou les adolescents de l'âge de Miles. Ce film concerne tout le monde. Le but de Spider-Man ici est de surpasser ses peurs enfouies au plus profond de lui-même. Et en faisant quoi? En incarnant l'animal qui symbolise par excellence nos peurs les plus enfouies. Juste après la chauve-souris. I'm vengeance. En s'aventurant dans cet enchevêtrement, dans cette toile des multivers, dans lequel chaque fil que l'on tire révèle une infinité de possibilités. Chaque ennemi qu'il rencontre, chaque altercation est la personnification d'une angoisse existentielle, notamment l'angoisse générée par ces glitches incessants, peur d'être absorbé par le désordre du monde, d'être avalé par le chaos, de ne plus avoir le contrôle sur soi, sur ses différentes personnalités et sur les conséquences qu'offre l'infinité des choix que l'on fait dans la vie, pour enfin surpasser ses propres limites, briser son plafond de verre et acquérir une nouvelle puissance physique et psychique, preuve qu'il a surpassé son chaos mental pour enfin remettre de l'ordre dans le monde ou dans les mondes. Car en réalité, ce désordre graphique intentionnel n'est pas un brouhaha visuel au hasard, ça n'est pas un brouillard de chicha à la fraise venu du Bronx ou de Brooklyn. Nous assistons à l'écran devant nos yeux à notre
propre chaos mental, notre propre confusion face à la vie, aux choix auxquels nous sommes confrontés et aux conséquences et aux responsabilités qui vont avec. Et c'est là toute l'angoisse existentielle d'un adolescent de l'âge de Miles, mais aussi des adultes d'aujourd'hui, parce que nous sommes devenus des adolescents. Chaque fois que l'on cède à nos pulsions, qu'on se met à reprendre une mauvaise habitude, que l'on procrastine, que l'on perd notre temps, que l'on cède à nos passions, nous sommes à nouveau retombés en adolescence, nous sommes à nouveau retombés dans le piège de l'araignée, paralysés par le venin de la procrastination. Et oui, toutes les araignées sont pas aussi sympas que Spider-Man ou Anansi. Et avec Miles, on évolue, on progresse psychiquement en allant visiter ces fragments de nous-mêmes enfouis au plus profond, pour ressortir victorieux et plus fort de ce chaos, de cette flaque qui fait tâche et de notre univers intérieur tortueux qui jusque-là était dispersé, à nouveau réuni, uni à lui-même pour atteindre un nouveau sommet de plénitude et de puissance. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.